l'époque, j'avais un projet de fonds d'investissement en fintech avec une société de gestion internationale qui voulait s'implanter en Europe. Et donc moi, en fait, j'étais très content de rencontrer des entrepreneurs de la fintech élargie au sein duquel le secteur Bitcoin, blockchain était à l'époque un truc microscopique, mais était quand même intéressant. Et donc j'ai commencé à sympathiser avec Thomas et Eric. Et puis pour te la faire courte, quelques mois après, ils m'ont dit qu'ils créaient une boîte qui s'appelait Ledger. Et puis on a commencé à échanger. Je les ai un peu conseillés sur deux, trois trucs, notamment sur une levée de fonds qui était la série A. Et puis en fait, une chose en amenant une autre, un jour Eric me dit, écoute, je cherche un CFO, et là on est fin 2016, je cherche un CFO, il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Et en fait, vraiment, je suis venu pour l'aider, quoi, vraiment, sans forcément penser que j'allais rester ou etc. Et en fait, on s'est très bien entendu. Comme j'avais fait pas mal de choses avant, ça s'est assez vite, ça a bien fonctionné. Et puis j'ai eu la chance effectivement d'aider la boîte sur des trucs assez stratégiques et assez vite. En fait, puis après le marché a décollé. Et une fois que le marché a décollé, je veux dire, c'était difficile C'était de parti. quitter une fusée comme ça parce Mm. que c'est devenu une fusée. Moi, quand je suis arrivé, ils étaient 15. On était dans un sous-sol, sous la maison du Bitcoin, voilà. Et puis voilà, c'était vraiment tout petit. Et Je vois puis très bien très ce vite, sous-sol. tu vois ce truc-là, là? Donc pour ceux qui n'ont pas Ouais, connu, c'est quand même, c'était assez mythique. Et donc voilà, et c'était une aventure incroyable avec des gens incroyables. Surtout, il y avait ça aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé l'équipe. Et j'aime toujours beaucoup l'équipe, mais l'équipe de fondateurs, c'était vraiment des gens incroyables qui avaient mélangé l'audace, l'intelligence. Il y avait beaucoup de tech. Il y avait pas mal de choses qui me plaisaient bien. Et comme j'avais encore une fois cet esprit un peu analytique d'un investisseur potentiel, je me disais, dis donc. Je comprends pas tout ce qu'ils font, mais potentiellement, ce que fait cette petite boîte, ça peut devenir assez gros, et c'est ce qui s'est passé. et comment tu passes du coup de cette expérience à Ledger au NFT? Et juste avant de parler peut-être NFT, qu'est-ce que ça t'a appris de travailler chez Ledger? Parce que au final, vous avez dû passer, je sais pas, d'une quinzaine de personnes à peut-être plusieurs centaines au moment où t'es parti. Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que ça a changé un petit peu dans ta vie de faire partie de cette expérience Écoute, avant les c'est une NFT? très bonne question, et après je te parle des NFT, effectivement. C'est une boîte qui est incroyable parce que c'est une boîte, en fait, quand je suis arrivé, c'était une micro-entreprise française, mais qui avait, en fait, des problématiques de multinationales. Parce que c'est la seule boîte que je connais dans l'écosystème tech français, il y en a peut-être d'autres, mais je ne les connais pas, qui était toute petite, mais qui vendait un produit dans le monde entier. Alors certes, pas beaucoup d'unités, mais parce qu'on était sur le Nano S à l'époque, mais néanmoins, voilà. Donc, et moi, ça m'a passionné, et ça veut dire qu'en fait, pour la faire courte, ce que j'ai appris chez Ledger, que je savais faire un peu ailleurs, mais que j'ai encore plus appris, c'est ce qu'on appelle faire du scale. Comment mettre les choses à l'échelle très rapidement. Parce que quand les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, d'avoir un produit comme Ledger, déjà à concevoir, c'est très compliqué. À produire en grande quantité, c'est très compliqué. C'est malheureusement pour ça que, effectivement, je pense qu'il y a un retard aujourd'hui sur le Stacks. Je ne vais pas en parler parce que je suis plus chez Ledger, mais je sais enfin, je vois bien que malheureusement, les annonces pour l'instant, C'est difficile de ça faire prend du un peu de hardware, temps. hein. C'est très très compliqué, les gens s'en rendent pas compte, et surtout on parle pas d'un hardware, on parle pas d'une montre connectée ou un truc comme ça. On parle d'un produit qui sur le plan technologique est Ultra hyper sensible. pointu, ultra sensible, ce qu'on appelle des secure elements à l'intérieur, qui sont des cartes à puce très spécifiques qu'il faut avoir sourcées auprès de grands prestataires, en général ST Microelectronics, auxquels personne n'a accès. Et puis, bien sûr, toute la sécurité autour de l'operating system qu'on inscrit à l'intérieur du device. Donc c'est très compliqué à gérer. Et quand vous rajoutez, comme c'est le cas maintenant avec l'écran e-ink, qui a encore un niveau de complexité par-dessus ça, ça veut dire qu'en fait, c'est des bijoux technologiques. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est pas un téléphone comme un iPhone, mais on est juste un cran en dessous, en fait. Donc c'est pas une montre connectée, c'est quand même bien, bien plus compliqué. Et donc encore une fois, ce que j'ai appris, c'est le scale. C'est comment on fait passer une toute petite entreprise de 15 personnes qui vendait, quand je suis arrivé, peut-être aller pour 10 000 euros par mois de hardware, à une entreprise qui aujourd'hui, effectivement, ils doivent être 500, 600, 700, je ne sais même plus combien ils sont, et qui probablement fait, malgré le bear market, probablement plusieurs millions, en tout cas j'espère, par mois de revenus. Et à partir de là, tu touches, je suppose, au NFT en travaillant chez Ledger, ou est-ce que je me trompe? Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, en fait, donc les NFT, la rencontre avec les NFT, elle se fait un peu comme le Bitcoin, c'est-à-dire que la première fois que j'en entends parler, c'est l'été 2017, avec les CryptoPunks, enfin voilà, c'est à ce T'en as moment-là, mais entendu honnêtement, parler tôt, hein? C'est super tôt, ben, hein? en fait, l'été, quand c'est l'été, là, quand il y a eu ces trucs-là, mais c'est pareil, j'entends parler, mais de loin, tu vois, c'est genre, c'est un bruit dans mon environnement, j'entends parler de ce truc, peut-être même que quelqu'un chez Ledger dit, tiens, t'as vu, il y a des trucs en pixels, etc. Mais comme à l'époque, j'étais dans l'art déjà, parce que j'étais collectionneur d'art, de street art notamment, et de photos, je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû m'en parler en me disant, tiens, il y a ce truc-là, regarde un peu, et puis bon, forcément, j'ai pas regardé parce que, Toi, ça t'a parce que j'avais touché. d'autres choses à faire. À Hum, l'époque, en 2007, j'ai pas touché T'as malheureusement, pas j'ai pris la pas eu de claque. CryptoPunk, non, Ouais. j'ai pas eu le aha moment, comme on dit, j'ai pas eu l'éclair de génie ni rien.
Et donc, peut-être 2 ans après, ce qui s'est passé en 2019, je me réintéresse aux NFT parce qu'entre-temps, j'étais devenu VP Product, donc je m'occupais de tous les produits chez Ledger. Et à ce moment-là, en fait, on était en train de faire changer pas mal le Ledger Live, qui était donc la plateforme sur laquelle les gens se connectent avec leur hardware. Et justement, parmi les sujets qu'on avait, c'était qu'est-ce qu'on peut faire comme solution en plus pour permettre aux gens d'accéder plus facilement à leur compte. Et en fait, un truc très bête, c'était les ENS. Les noms de domaine en .eth, donc jmpaillon.eth, cryptopixel.eth, etc., etc. 0xpixel.th, c'est ça. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais du coup, tu vois, enfin, du coup, ce genre de choses. Et en fait, je m'étais dit, parce qu'on avait un sujet comme ça sur le naming et comment est-ce qu'on pouvait offrir aux gens ça. Et donc, on s'était dit, bah tiens, il y a peut-être un truc à faire là-dessus. Donc, j'ai creusé à ce moment-là sous l'angle ENS. Et ensuite, à ce moment-là, je me suis rendu compte, a posteriori, qu'il y avait déjà il y avait quand même quelque chose qui s'était passé entre-temps. Et notamment, j'avais entendu parler des CryptoKitties, mais pareil, c'était pas forcément mon truc. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, entre-temps, il s'était passé quelque chose dans cet écosystème des NFT. Et comme j'étais encore une fois collectionneur d'art, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un format spécifique. Et voilà, et donc une chose en amenant une autre, j'ai commencé à creuser plutôt sous l'aspect technologique, encore une fois, pour comprendre bien ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça permettait de faire sur le plan techno. Et l'usage finalement, notamment sur le côté vraiment acheter des œuvres aussi chères, sinon plus finalement que des œuvres physiques, ça m'a pris à peu près une petite année. Et un peu comme tout le monde, je dirais, c'est principalement pendant le Covid en 2020 où je pense que j'ai repris un peu le temps de regarder les sujets NFT. Et entre-temps, il y avait aussi des choses qui s'étaient passées, il y avait des artistes qui étaient arrivés, qui commençaient à être un peu connus, etc. Et puis forcément, ensuite, donc j'ai commencé un peu à collectionner à ce moment-là. Et le vrai basculement, à peu près comme tout le monde à l'époque qui était dans le marché, c'est Beeple. C'est la vente de Beeple en mars 2021 avec les 69 millions de dollars. Et là, ok, j'ai dit, ok, il se passe un truc là, c'est un truc sérieux. C'est pas juste un épiphénomène, c'est pas juste machin. Euh, c'est un truc, c'est un moment de l'histoire, à la fois l'histoire de la crypto et l'histoire de l'art potentiellement. Et donc à ce moment-là, je m'y suis beaucoup plus intéressé. Je suis devenu enfin, un collectionneur assez actif.